Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Er novembre 1661 à Fontainebleau. 1661 n'est pas une année neutre puisque c'est celle du basculement dans le règne de Louis XIV. C'est la prise de pouvoir du jeune roi après la mort de Mazarin. Et un bonheur n'arrivant jamais seul, voilà qu'au cœur de la nuit, on se met à pousser des cris de joie. La reine est accouchée d'un garçon. C'est le roi lui-même qui a annoncé ça aux seigneurs qui l'entouraient. C'est une joie incroyable, feux d'artifice, fanfares dans les jardins. On exécute même des ballets sous le balcon de la reine-mère, de la reine Anne d'Autriche. On sait que bientôt les fontaines vont jeter partout du vin pour la liesse populaire. Oui, un dauphin est né, ce prince qui devrait incarner la grandeur de la France. Alors à la cour, on l'appellera Monseigneur, ça c'est assez habituel, c'est la tradition. Ce qui est plus étrange, c'est que l'histoire l'appellera le grand dauphin, comme si rien de ce qui touche à Louis XIV ne pouvait être petit. On pourrait imaginer que ce grand dauphin va vivre justement dans le bonheur et la liesse. Eh bien, c'est pas ça. L'enfance de ce petit prince est une enfance austère, rigoureuse. Il faut vous dire que le poids qui pèse sur ses toutes frêles épaules est immense. Le roi veut faire de lui le prince éclairé par excellence. Il veut en faire une espèce de nouvel Alexandre, un héritier qui serait exactement ce que lui n'a pas pu être, car on sait que l'enfance de Louis XIV son éducation a été relativement, sinon négligée, en tout cas perturbée par tous les soubresauts de la Fronde. Et bien là, puisque le royaume est en paix, puisqu'on est en pleine possession de tous les moyens disponibles, on va faire de lui un monarque accompli. Le roi ordonne qu'on apprenne au prince, je cite, « les sciences convenables à un si grand prince, non seulement celles qui peuvent servir au gouvernement et à maintenir le royaume, mais aussi celles capables, dit le roi, de perfectionner l'esprit, donner de la politesse, attirer à un prince l'estime des hommes savants. » Ah, est-ce qu'il n'y aurait pas là, de la part du grand roi, enfin de celui qui n'est pas encore le grand roi mais qui va le devenir, est-ce qu'il n'y aurait pas la volonté en quelque sorte de se venger de la vie, de se rattraper lui-même, obtenir l'estime des hommes savants? C'est ce que Louis XIV lui-même n'aura peut-être pas tout à fait. En tout cas, c'est un objectif digne du futur roi, comme le raconte Lucien Belly dans son dictionnaire de l'Ancien Régime, je le cite, « en sorte que Monseigneur le Dauphin put servir d'exemple pour les mœurs, de modèle à la jeunesse, de protecteur aux gens d'esprit et en un mot, se montrer digne fils d'un si grand roi. » Voyez. Et d'ailleurs, une des grandes œuvres de l'histoire de France va naître de cet objectif et de cette ambition presque démesurée, et sans doute démesurée en tout cas pour un petit enfant, ce sont les mémoires de Louis XIV, car le roi va dicter à son secrétaire Toussaint Rose des mémoires à l'usage du dauphin, afin que, dans l'exemple de son père, il trouve la matière de ce qui pourrait forger un grand caractère. C'est en 1668 seulement, vous voyez, on a attendu, l'enfant a été ondoyé à la naissance bien sûr, mais on va le baptiser le 24 mars 68 à Saint-Germain-en-Laye. Pour l'occasion, Louis XIV va offrir à son fils une cérémonie absolument incroyable. On imagine évidemment le travail de tous ceux qui à la cour de France sont chargés d'ennoblir la moindre des actions. Je pense à Lebrun, bien sûr, qui est premier peintre du roi, qui est en fait le décorateur en chef, si l'on peut dire. On peut contempler d'ailleurs cette scène sur une tapisserie des Gobelins qui a été brodée à l'époque, tissée à l'époque, et que l'on peut voir encore aujourd'hui à Versailles, bien sûr. Au centre, vous avez le pape Clément IX, parrain du dauphin, qui est en majesté. À ses côtés, Henriette de France, la reine d'Angleterre, c'est la marraine imposante. Les ambassadeurs étrangers qui sont mi-envieux, mi-fascinés, qui scrutent la scène d'un regard admiratif. Vous imaginez bien que le parrain et la marraine ont été représentés de manière symbolique. Pour l'éducation du dauphin,
Le roi a sollicité les plus sévères des tuteurs. Il fait appel au duc et à la duchesse de Montausier. La duchesse de Montausier, c'était l'incomparable Julie, c'est comme ça qu'on la surnommait. Et puis Bossuet en personne et Fléchier, figurez-vous. Les évêques respectifs de Meaux et de Nîmes vont veiller à l'instruction de Monseigneur, sur qui se concentrent, vous le voyez, les attentes les plus phénoménales. 3 leçons par jour. Histoire de préparer cet enfant à régner avec un précepteur inflexible qui chaque jour, sans exception, veut le faire progresser. Alors le matin, on a catéchisme, enfin, histoire sainte, n'est-ce pas? Lecture des Écritures le soir, hein, pas question de survoler les textes, on entre dans le détail, pas d'extrait, pas de raccourci. Chaque livre est étudié en profondeur et de bout en bout. De quoi rebuter cet enfant qui éprouvera toujours une sorte de malaise devant les livres et devant la lecture. Et pour cause, il a été rebuté, peut-être trop jeune. Bossuet voulait graver les leçons de l'histoire sainte dans l'esprit du jeune prince, lui inculquer non seulement la foi, mais la rigueur, etc. Eh bien, en vérité, Monseigneur ne sera pas vraiment un très grand connaisseur de l'histoire sainte. Non, lui préfère la musique, l'opéra. Il aura une grande culture artistique et puis surtout, il va devenir un collectionneur extraordinaire, un amoureux des arts, ça oui. Mais ça, comme par hasard, on n'a pas pris le soin de le lui enseigner jeune. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, il va grandir, ce prince, bien sûr, et on va lui confier un certain nombre de missions militaires, comme il convient pour un dauphin de France, vous imaginez bien. Tout commence véritablement pour lui en 1688, au moment de la succession de l'électeur de Cologne. On a un candidat de Louis XIV qui s'oppose au candidat de l'empereur Léopold. Le pape choisit le camp de l'empereur, ça énerve beaucoup la cour de France et ça va être la guerre qu'on appelle la guerre de la Ligue d'Augsbourg parce que nous sommes entrés en guerre contre tous ceux qui s'étaient ligués à Augsbourg contre la couronne de France au nom de l'empereur. C'est le siège de Philippsbourg notamment, c'est le début de cette guerre. À 27 ans, le grand dauphin est donc à la tête des armées de son père. Alors, entendons-nous, hein, il a avec lui de très grands soldats. Il est assisté par Duras et par Vauban en personne. Autant vous dire qu'il a les meilleurs avec lui. Mais c'est bien de lui qu'on attend les ordres. Et c'est sur lui que sont fixés les yeux de toute l'Europe. Voici ce qu'écrit Dangeau. Vous savez que Dangeau est le mémorialiste de la cour de Louis XIV et grâce à son journal, on sait exactement tout ce qui se passe. À la date du 22 septembre 88, au moment du départ du grand dauphin, voici ce que le roi lui écrit. « En vous envoyant commander mon armée, je vous donne des occasions de faire connaître votre mérite. Allez le montrer à toute l'Europe afin que, quand je viendrai à mourir, on ne s'aperçoive pas que le roi est mort. » Je ne sais pas si, évidemment, à l'époque, on ne fait pas de psychologie comme nous en faisons, nous, à tout bout de champ, mais quand même, je ne sais pas si on se figure la pression absolument intolérable, insupportable qu'on a mise sur ce tout jeune homme succédé à Louis XIV. Vous imaginez. Alors bon, pour le moment, c'est le baptême du feu, mais disons les choses, même dans ce domaine, Monseigneur ne brille pas particulièrement. C'est pas parce que vous avez un père qui étincelle dans la moindre de ses actions que forcément le fils va en faire autant. Il revient victorieux, certes, il ne démérite pas, mais on ne peut pas dire que pour autant il se soit spécialement illustré les armes à la main. Monseigneur monte bien à cheval, c'est un fait, mais il n'a pas de hardiesse particulière, en tout cas pas tout à fait sur les champs de bataille. C'est un excellent chasseur de loups. On dit d'ailleurs que ce sont les chasses de Monseigneur qui ont débarrassé non seulement l'Île-de-France, mais une partie des provinces du royaume des loups.
Ils sont en train de revenir, les loups. Il faudrait faire revenir Monseigneur, peut-être, mais ce que je dis là ne va pas plaire à tous les auditeurs. Bref, dans les affaires du royaume, Louis XIV voudrait que son fils se révèle. Dans les années 1680, il l'a invité à s'investir dans un certain nombre de dossiers. En 82, on a fait entrer Monseigneur au Conseil des dépêches, puis au Conseil des finances. Il a même eu le droit d'opiner, c'est-à-dire de donner son avis au moment des délibérations. Mais, disons-le, en politique, pas plus que dans les questions militaires, pas plus que sur les sujets religieux, Monseigneur ne brille véritablement. Vous écoutez Radio Classique. Quand il est dans l'immédiate proximité de son père, on peut dire que Monseigneur est encore moins brillant que d'habitude. Évidemment, ce père lui fait tellement d'ombre, que voulez-vous? Alors, il va avoir bientôt son domaine à lui. Je dis bientôt, c'est en 1695 que Louis XIV lui offre le splendide domaine de Meudon, un des grands domaines de la couronne, avec un grand parc façonné par le nôtre, bien sûr. Le grand dauphin va pouvoir enfin s'exprimer lui-même avec des travaux titanesques qui sont orchestrés par le premier architecte, par Jules Hardouin-Mansart. Rien n'est laissé au hasard. Alors on a ce château qui était déjà assez beau, mais qui va être complètement modifié dans son gros œuvre. On refait complètement les décors. La chapelle, l'aile des marronniers sortent littéralement de terre, et à l'emplacement de ce qui était une ancienne grotte de fantaisie signée du primatis, s'il vous plaît, eh bien, c'est le château neuf qui va voir le jour, un château neuf tout à fait grand siècle, grandiose et symétrique. Dans son domaine, Monseigneur est libre. Dans son domaine, Monseigneur peut enfin vivre. Il forme autour de lui un petit cercle de fidèles, une cour secondaire, alors qu'il ne fait vraiment pas d'ombre à la véritable cour. Rassurez-vous, on l'appelle le clan de Meudon. Il y a évidemment tous ceux qui sont là fidèles à Monseigneur. Et évidemment que dans cet écrin, Monseigneur est toujours un petit peu décalé. L'écrin est somptueux. Encore une fois, c'est un grand chineur devant l'Éternel. Il acquiert des œuvres et des objets absolument inouïs. Et les ambassadeurs, d'ailleurs, veulent aller visiter Meudon parce qu'on sait qu'il y a là des merveilles. Mais celui qui est au cœur de l'écrin, le joyau, si je puis dire, est un petit peu en demi-teinte quand même, il faut le dire. On se demande si son heure viendra véritablement. Alors, je ne vous ai pas parlé de sa vie conjugale et privée. Oh, c'est pas beaucoup plus étincelant que dans les autres domaines, disons les choses. Il s'est marié en 1600, enfin on l'a marié, devrais-je dire, en 1680 à une princesse bavaroise. Mariage sans aucune passion, mais ça c'était un mariage d'État, avec Marianne Christine Victoire de Bavière, qui, quand elle fait son entrée à la cour, surprend par des manières qui sont, disons, assez peu françaises. Mais elle ne manque pas de charme, cette femme. Elle est pleine de vérité, avec un visage qui n'est pas très, très beau, mais qui ne manque pas d'un certain éclat. Alors évidemment, on la couvre de parures, de robes de cour extravagantes. Monseigneur, de son côté, ne laisse pas ses contemporains indifférents. Voici ce que Saint-Simon, alors attention, Saint-Simon est son ennemi juré. Saint-Simon déteste le grand dauphin. Mais voilà le portrait, certes tardif, qu'il nous en laisse. Je cite le petit duc. Monseigneur était plutôt grand que petit, fort gros, mais sans être trop entassé, l'air fort haut et fort noble, sans rien de rude. Et il aurait eu le visage fort agréable si monsieur le prince de Conti, le dernier mort, ne lui avait pas cassé le nez par malheur en jouant, étant tous deux enfants. Il était d'un fort beau blond, avait le visage fort rouge de hâle partout et fort plein, mais sans aucune physionomie, les plus belles jambes du monde, les pieds singulièrement petits et maigres, et il tâtonnait toujours en marchant et mettait le pied à 2 fois. Il avait toujours peur de tomber, et il se faisait aider pour peu que le chemin ne fût pas parfaitement droit et uni. Avec un portrait comme ça, on est habillé non pour l'hiver, mais pour les siècles. C'est un diplomate, Ézéchiel Spanheim, qui est plus conciliant, certes, avec Monseigneur, et qui nous parle de sa majestueuse allure, qui rappelait d'une certaine manière celle de son père. Selon lui, selon ce diplomate, Monseigneur est d'une taille au-dessus de la médiocre, c'est-à-dire de la moyenne, ramassé d'un visage plein, beau, et qui a également de la douceur et de la majesté. Je pense que c'est un peu plus juste quand même. Alors,
Il s'acquitte de ses devoirs conjugaux, sans trop de passion, il faut bien le dire, mais il va quand même donner des héritiers, n'est-ce pas? Notamment le duc de Bourgogne, le duc d'Anjou qui devient... Alors le duc de Bourgogne, ce sera le père de Louis XV, le duc d'Anjou qui deviendra roi d'Espagne sous le nom de Philippe V, et puis le duc de Berry qui, lui, ne deviendra rien. Son père est toujours là, néanmoins. Le grand-père, si je puis dire, veillera à l'éducation de ses petits-enfants, bien plus que le père n'aura le loisir de le faire. Et il y a toujours, dans cette espèce de duo que forment Louis XIV et son fils, une espèce de, comment peut-on dire, une inégalité extravagante, un déséquilibre, bien sûr. Alors, je vous parlais de vie privée. Monseigneur a quand même une petite vie privée, un petit peu calquée sur celle de son père, là encore, puisqu'il a lui aussi une favorite, une sorte de Madame de Maintenon, mais à son échelle. Elle s'appelle Françoise Émilie de Joly de Chouin, et on l'appelle la Chouin, ou Mademoiselle de Chouin, quand on veut être gentil. Évidemment que tout le monde se moque d'elle, c'est ça la vérité, parce que je parlais de Madame de Maintenon, mais autant Madame de Maintenon est une espèce d'exemple de toutes les vertus, d'une grande intelligence, d'une grande allure. On ne peut pas dire qu'il en soit de même de la Chouin, qui n'est jamais tout à fait à la dernière mode, qui manque d'audace. C'est pas une vraie favorite, c'est le moins qu'on puisse dire. Elle s'occupe tout le temps de ragots, de choses qui ne sont pas de son rang, si je puis dire. Elle est quand même la favorite du grand dauphin, bon sang, mais que se passe-t-il? Monseigneur n'est-il donc pas capable d'avoir de l'éclat dans quoi que ce soit? Il est devenu veuf en 90 et dans le secret, vers 1694, il aurait épousé Mademoiselle Chouin. C'est une relation que la cour connaît, mais sur laquelle on ne s'étend pas. Que voulez-vous? Là encore, il essaie d'imiter son père, et là encore, il échoue. À chaque apparition de la demoiselle, si je puis dire, avec de grands guillemets, les courtisans sourient, les belles dames placent devant leur bouche un éventail qui leur permette de commenter en chuchotant les maladresses de cette favorite qui essaie de ressembler à ce qu'elle devrait être. Nombreux à la cour en sont convaincus, ce prince n'a en vérité ni l'ambition, ni le charisme, ni en quoi que ce soit l'étoffe de son père. Est-ce que Monseigneur va enfin un jour avoir l'occasion de montrer ce dont il est capable? Est-ce que lorsqu'il va devenir roi, il pourra enfin tenir sa revanche? Franck Ferrand sur Radio Classique. Ah, Louis XIV vieillit, Louis XIV est au bord du tombeau. D'ailleurs, la cour s'enfonce dans une espèce de crépuscule qui n'en finit pas de finir, vous savez. Et en avril 1711, grande nouvelle, Monseigneur tombe malade. Non pas le roi, non, son fils, avec un état qui s'aggrave vite. Voici ce que nous dit Jean-Christian Petit-Fils dans la biographie de Louis XIV sur les derniers jours de Monseigneur. Le matin du 9 avril 1711 à Meudon, le grand dauphin se réveilla, la bouche pâteuse et le visage cireux. En s'habillant, il ressent un malaise suivi de frissons. Il décommanda son habituelle chasse au loup et se recoucha le pouls embarrassé. Le lendemain, comme il était toujours fiévreux, le roi lui rendit visite et il souffre de petites vérolles. Le grand dauphin dont le visage se met à enfler et le corps se tacher de façon extrêmement inquiétante. La Chouin est tenue à l'écart, bien sûr. Je cite Saint-Simon, toujours impitoyable. Monseigneur était sans fièvre, mais plus froid, les lèvres noires, les yeux creux, se sachant en danger, mais comme assoupi, sourd à ce qui se passait autour de lui. Une mort non pas soudaine, mais sans éclat, effacée, comme il l'avait toujours été. Voilà, le clou est enfoncé dans le cercueil. Le 14 avril 1711, donc, Monseigneur est mort à minuit moins le quart. Le roi est désespéré, il pleure. Et ce que je trouve incroyable dans cette affaire de la mort du grand dauphin, c'est qu'on ne parle que de la mort, que du chagrin de Louis XIV. C'est-à-dire qu'une fois de plus, c'est comme si le père avait volé au fils la vedette jusque dans son dernier soupir. Franck Ferrand sur Radio Classique. Monseigneur, ce prince paradoxal, nous dit Hélène Dacor qui a préparé cette émission, restera dans l'histoire comme un fils de roi
père de roi et jamais roi, formule qui capture l'étrangeté de son destin. Fils du tout-puissant Louis XIV, il est aussi le père de Philippe V, duc d'Anjou, devenu roi d'Espagne. Et pourtant, nous dit-elle, il n'a jamais porté de couronne lui-même. Pourtant, en 1700, après la mort de son oncle Charles II, le dernier Habsbourg à avoir régné à Madrid, il aurait pu revendiquer le trône espagnol, mais le roi d'Espagne avait légué ses possessions pour ne pas embraser l'Europe au cadet de Monseigneur. Et le souvenir que laisse cet homme né pour briller et qui ne l'aura somme toute jamais fait, ce souvenir, c'est celui, dans la longue et robuste chaîne des Bourbons, celui d'un maillon faible peut-être. Monseigneur disparaît comme il avait vécu, sans véritablement briller, sans véritablement s'accomplir. Il est un domaine où peut-être il a eu l'occasion d'être lui-même et de montrer ce qu'il valait. C'était le domaine, je vous l'ai dit, des arts, des collections. Il aurait pu faire sans doute un très grand marchand. Il connaissait Paris comme sa poche, dit-on. Mais un très grand marchand, ce n'est pas un dauphin de France. Vous écoutez Radio Classique.